Dans ce 4e épisode de la série sur Nick Brown, on parle de ces années 2018-2020 avant d'attaquer enfin les années plus récentes. On va discuter un petit peu des tests Grimm, comment il a été créé, de l'autoplagiat, beaucoup de l'autoplagiat, de comment on sent, on a le feeling de la fraude scientifique, le lien entre l'université, les fraudeurs et puis les data sluts, donc les personnes qui détectent la fraude. Et enfin, on va aussi discuter un petit peu de la suite de Vancing, parce qu'il y a eu beaucoup de sous-épisodes sur cette fraude en masse d'un chercheur de l'université de Cornwall. Et voilà en gros le programme pour cet épisode 4. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Il y a une question qu'évidemment on a avec Nathanaël, j'avais prévu pour plus tard, mais il faut qu'on la pose maintenant, parce qu'on a parlé des journalistes, et on a parlé du coup de l'entre-soi et du fait que c'est dur de parler. Nous, Nathanaël et moi, on nous a explicitement dit, la prochaine fois que vous avez des soupçons vis-à-vis de certains articles, venez en parler directement avec l'auteur, plutôt que d'en parler sur Blue Sky, Twitter, bref, en public. C'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Ça dépend si tu penses que les auteurs agissent en bonne foi. Et la difficulté, c'est que plus tu penses que c'est de la mauvaise foi, plus c'est pas la peine de les contacter. Et en même temps, ça envoie aussi un signal à ses collègues, à cet auteur-là, mais aussi qui sont aussi tes collègues à toi, que finalement, vaut mieux pas trop te parler à toi, parce que sinon tu vas dire en public ce que tu fais. Tu vois, c'est ce que tu disais avec le mec qui a le whisky, c'est que si tu le vois pas, mais que si lui un jour il sait que toi t'es une balance, il va jamais te dire qu'il boit du whisky, tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai pas de collègues. Ok. Non, mais c'est pour ça que on est à l'extérieur, du système et on n'a pas. Moi, j'ai le double avantage. Non seulement je suis pas dans le système, mais j'étais jamais dans le système. J'ai lu, mon premier article scientifique à l'âge de 50 ans. En 2010, je pourrais pas te citer le nom de 3 psychologues vivants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de psychologues qui ont entendu de moi. Mais donc, non seulement je suis à l'extérieur, mais je n'ai pas de passé non plus. Je n'ai pas de passé douteux non plus. Si tu parles à Daniel Lakens, par exemple, il a fait lui-même, il était 3e ou 4e auteur, c'était son premier article, c'était dans Psychological Science, et c'était du priming. Et c'était, on te donne un calepin, et on te demande de faire des jugements. Et tu juges, je pense que c'était des infractions, en tout cas, tu juges les choses d'être plus lourd ou plus sérieux si tu portes un calepin en acier plutôt qu'un calepin en carton. Et à l'époque, tu pourrais faire des articles comme ça. Et on avait l'impression que les gens se concurrençaient pour inventer les noms les plus bêtes. J'en ai quelques-uns ici qui ont été. Quelqu'un a demandé à ChatGPT de le faire. Et c'était vraiment. Bon, il a sorti des meilleurs, mais c'était vraiment bon parce que ChatGPT a fait des parodies. Ah oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu que. Il n'a pas fait des parodies, il a fait des propositions de futurs projets finançables sur le sujet. Mais il a dit voilà des titres que tu pourrais faire. Attention. Ok, je vais les chercher. Okay. Alors tu disais que toi tu avais du coup le double avantage de ne pas être dans le système et de ne pas avoir trop d'amis dans le système. Bon, Nathanaël et moi on a quand même le double inconvénient, c'est que nous non seulement on est dans le système, mais en plus on est tout en bas du système et précisément c'est difficile de tenir cette position de critique du système quand on est en position de difficulté vis-à-vis du système parce qu'on est dans des postes précaires. Mais c'est pour ça aussi que je reçois pas mal de mails, soit anonymes, soit en disant surtout ne pas citer mon nom. Ouais. Ouais. Moi personnellement, hein, il y a des fois où ça me fait un petit peu peur aussi pour ma propre carrière. Après, moi j'ai l'avantage d'avoir une casquette un peu compétence en informatique qui fait que au pire, si jamais ma carrière scientifique s'arrête, j'ai autre chose.
Donc ça me fait que, on va dire, raisonnablement peur. Et puis, je vais le dire hein, comme je le pense, il y a un côté un peu agréable d'être l'underdog aussi des fois. Hein. Et d'être celui qui se bat contre le système en étant dans le système, même si il est possible qu'on me dégage à grands coups de pompe dans le derrière, parce que juste j'aime bien remuer un peu certains trucs. Mais on m'a déjà dit, et des gens que j'apprécie et j'estime en tant que scientifique, et qui je pense, enfin en tout cas selon eux, et c'est réciproque, hein, qui m'ont déjà dit, ouais mais là ici, dans le labo dans lequel je suis, c'est mort. Tu pourrais pas travailler ici, parce que tu remues un petit peu trop des trucs, ou ouais mais là c'est des gens qui sont un peu... avec qui le labo travaille un petit peu, avec qui il y a des liens, etc. Et même si on te croit, et ça c'est le pire peut-être, même si on te croit, même si on pense que c'est toi qui as raison, bah ouais, mais le truc c'est que nous on n'est pas là pour faire des vagues. Bon, bah le courage académique, quoi. Hein. Le courage universitaire, Ouais. en général, il n'est pas très élevé. Hein. Donc les gens, ils aiment pas trop quand il y a quand ça remue, quoi. Voici un titre. Donc, Pulling Strings, Exposure to Marionettes Increases Belief in External Locus of Control. La croyance dans le locus de contrôle externe. Ouais. Ok. C'est pas le locus de contrôle externe directement, c'est la croyance. Oui, Ouais. oui, c'est... ouais. Ouais. Out of sight, out of mind. Wearing sunglasses reduces rumination about embarrassing events. Oh. Non, mais ça serait tellement possible. Mais tu peux écrire l'article JPSP à partir de ça. À partir de ça, en 10 minutes, on a écrit cet article avec résultat et tout, avec méthode, résultat et ouais. Bah voilà, et Adrien, on a une solution. Oui, on va pouvoir publier. Si jamais on ne peut plus nous employer à cause de l'investigation, on a juste à faire quelques JPSP avec ça, et puis c'est bon, on sera pardonné. Nick, dernière question sur Nicolas Guéguin, et ensuite, promis, on passe à un autre sujet. Donc moi, là, ma directrice actuelle, c'est Céline Darnon. Céline Darnon qui était directrice de l'International Review of Social Psychology, fut une époque, et notamment à l'époque où tu as envoyé du coup tes réserves vis-à-vis de certains des articles qui avaient été publiés dans ce journal. Ouais. Et donc on a beaucoup discuté avec elle de ces sujets-là. Ce qu'ils ont décidé de faire à l'époque, c'est d'envoyer donc tous tes dossiers, tout ce que tu avais écrit à une équipe de chercheurs indépendants, enfin voilà, qui ont fait leur propre investigation, qui avait été menée par Hans Eiserman. C'est néerlandais aussi. IG, c'est une voyelle indivisible. Eiserman. Qui avait conclu, en gros, c'est possible, mais il n'y a pas de preuve très claire que ce soit un problème. Donc, c'est mieux de faire des expressions of concerns pour la plupart des articles que de les rétracter. Non, c'est pas ça que je veux dire. Parce qu'il y avait Simin Vazir, il y avait Hans Eiserman. J'ai parlé aux différents gens. Ils étaient tous persuadés que c'était du fraude. Et c'est le journal qui a décidé de ne pas faire de rétractation, histoire de ne pas faire de vagues. Parce que, en plus, c'est une revue avec pas mal de psychologues françaises. Eh oui. Et ils ont mis expression of concern. Et bon, ça c'est un autre débat parce que pour moi, une expression of concern, c'est ce qui met la revue dans les 2 semaines suite à une plainte en disant, écoute, il y a un truc prima facie assez sévère ici. En attendant le résultat définitif, faites attention. Et pour moi, une expression concern est suivie dans les 3 à 6 mois par une rétractation ou par un all clear. Et les expressions of concern à jamais, c'est un moyen de dire nous ne voulons pas. En fait, l'article, c'est du bilan total. Nous n'y avons aucune confiance, mais on a trop la trouille pour rétracter. Ok, c'était ma question. C'est quoi ma question était, c'est quoi le sens pour toi tu ne peux pas avoir une expression of concern à jamais. C'est une espèce de rétractation version, comment dire, version flunch. Ok. On n'a pas de en anglais, en Angleterre, on disait à Poundland ou à Dollar Store. Ah ouais.
Dollar Store Retraction. Il y a un équivalent en France? De chez Lidl. Sauf que moi, j'ai fait des cours chez Lidl, ils ont des bons trucs. Mais je dirais. Les Flunch, oui, ça se dit. Hein. Ouais, ça peut se dire chez Flunch. Oui. C'est peut-être un peu plus ancien. On comprend l'idée quand même. Oui, ok, mais je veux dire, c'est bon, c'est de la bouffe, mais c'est de la merde. Et non, mais c'est Dollar Store Retraction. Ok. 0,05111 machin. Ou si c'est arrondi au supérieur, donc 1.49999. Finalement, la taille d'effet que vous allez coder dans votre méta-analyse, c'est pas 2,20, c'est 1,30 ou quasiment 3. Et c'est vous, parce que vous avez décidé que cet arrondi, c'était la troncaturé, en fait, que vous en concluez que c'est une taille d'effet de 2,20, ce qui du coup... En fait, le titre pour les auditeurs, le titre du blog, c'est This researcher compared two identical numbers. The effect size he obtained will shock you. C'est qui montre aussi tes qualités de marketeur. Hein? Et en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis un certain temps. Et en fait, c'est devenu le principe et le preprint que nous appelons Rivets, qui est James et moi, tous nos différentes techniques ont des noms absolument affreux. Rivets, c'est Rounded Input Variables Exact Statistics. Mais en fait, le truc est qu'il faut ne pas perdre de vue que ce que vous voyez dans un tableau d'un article n'est pas le chiffre exact. Et dans ce blog, mais aussi dans le preprint que nous avons écrit sur, s'appelle Rivets, et en fait, c'est une idée que j'avais en tête depuis 4-5 ans. Et quand quelqu'un nous a demandé d'assister, d'aider avec une investigation, je me suis rendu compte que je pouvais sortir Rivets du placard. Et c'était vraiment, en fait, on a démontré que le gars, le fraudeur, il n'avait pas de données, il avait inventé ces chiffres, mais il les avait inventés de façon trop beau. Et donc, par exemple, il inventait des régressions, il inventait la coefficient de régression, il inventait l'erreur standard, et il divisait l'erreur standard, la coefficient par l'erreur standard pour obtenir la statistique T, et 100% des statistiques T étaient correctes si les coefficients et les erreurs standards n'avaient pas été arrondis parce qu'ils avaient été juste tapés à 3 chiffres. Ah ouais. Oui, parce que du coup, quand tu fais les statistiques, tu l'as fait avec les vraies données. Donc le logiciel, lui, n'arrondit pas avant de faire le test. Alors, en fait, comment j'ai découvert ça? C'est parce que quand j'étais très jeune, 55 ans environ, je pensais avoir détecté un cas de fraude pour la version inverse. C'est-à-dire, je lisais un article et il disait M égale machin, ST égale machin, et d'un groupe et d'un autre groupe, et j'ai ma calculette. Tu sais, le petit online calculator qui te calcule le T. Et donc, il disait T égale de 12 dans l'article, mais quand je tapais ces numéros, j'obtenais T égale 2,14. Et je dis, erreur, au minimum erreur, peut-être erreur de frappe, mais non, ce n'était pas une erreur, parce que le 2,14 était compatible avec le fait que le moyen n'était pas forcément 4,93, c'était peut-être 4,93, 42, etc. Ouais. Donc, toute cette partie qui est jetée parce qu'on arrondit à 2 chiffres peut faire une différence relativement importante, voire énorme dans le cas de ce blog. Et donc, je me suis rendu compte que si tous les chiffres collent avec la version arrondie, ça c'est suspicieux, parce que ça ne devrait pas se produire. Ouais. Et la difficulté, c'est comment le généraliser. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé comment le généraliser. Donc, avec James, mais moi principalement, on a écrit un preprint où j'explique le principe et je dis, je ne sais pas comment prouver, comment mettre une valeur P absolue là-dessus. Je peux montrer que si on présume ça et ça et ça, il y a tant de chances que ça arrive. Et puis, c'est 0,2. Et puis, ça arrive, tu as 40 chiffres dans un tableau et ils sont tous 0,2. 0,2 puissance 40, c'est beaucoup. Ouais. Et j'étais super content quand j'ai trouvé un truc in the wild, comme on dit. Mais ça n'arrive pas trop souvent parce que ce n'est pas un moyen de fraude
trop répandu, mais c'est surtout un moyen de penser. Une fois qu'on a vu ça, j'ai fait beaucoup ces dernières 2-3 années, beaucoup d'analyses de tableaux où ce sont des études médicales qui n'ont pas eu lieu. Je dirais les femmes qui marchent dans la rue et qui laissent tomber une mouchoir, mais là, on a des études de 2 types de traitements pour les femmes enceintes, avec des échantillons de centaines de personnes dans chaque groupe, et qui ont une influence très forte sur les méta-analyses parce que ce sont des échantillons très grands, et l'étude a tout simplement pas eu lieu. Et souvent, on voit dans les tableaux, on a le M, le SD et le T ou un truc comme ça. Et avant de dire, ah non, ça ne se colle pas, il faut dire quel est le maximum, quel est le minimum. Ouais. Et est-ce que c'est dans la fourchette? Et donc, cette idée de reconstruire les résultats à partir des données dans les tableaux, il faut prendre en compte toujours le rounding. Ouais. Et alors, tu parles de la fraude, mais du coup, moi, c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait, même pour les méta-analyses, c'est hyper important. Et j'avais jamais, en fait, avant d'avoir lu ton billet de blog, j'avais pas du tout fait ce lien-là, précisément parce que quand tu vas utiliser des bêta et des SE en te disant, je vais pouvoir utiliser ça pour créer du coup le test T, puis pour recréer les SD et à partir des moyennes et des SD, recréer une taille d'effet, en fait, c'est hyper important quand tu as des SE qui sont très faibles. Parce qu'en fait, le rounding va changer drastiquement l'écart type que tu vas trouver. En fait, c'est un niveau d'incertitude supplémentaire. Exactement. Parce que déjà, ton M, ta valeur moyenne, c'est un point estimate. Ouais. Ça comporte un standard error. Mais en plus, en faisant la truncation, tu introduis encore plus d'erreurs. Et oui. Et effectivement, en ayant refait le travail par moi, je me suis dit, putain, c'est fou que tu puisses augmenter une taille d'effet de 0,60 en fonction de si tu prends le minimum ou le maximum de l'estimé. Donc, merci beaucoup pour ce billet de blog. Ça fait partie des trucs que quand tu le sais, tu le vois, mais tant que tu le sais pas, tu le vois pas. Ouais. En fait, j'étais très vite écrit et c'était plutôt pour pas frimer, mais c'était plutôt pour dire, écoute, même quand les chiffres sont identiques, tu peux avoir cette vaste différence. Je pensais pas aux méta-analyses, mais n'hésite pas à faire plus de publicité de ça chez les collègues qui en font, parce que je ne savais pas, je fais pas de méta-analyse, je n'étais pas vraiment au courant. Ça fait 44 ans que j'habite plus en Angleterre, mais je peux pas m'en passer du vrai thé à l'anglaise. Qui est très, très mauvais, un thé très mauvais. Mais le thé qu'ils boivent les Anglais, aussi les Indiens, dans la rue, c'est un thé de très mauvaise qualité. C'est pas fin du tout, c'est vraiment le fond du... les grands fabricants du thé disent que le thé qu'ils exportent en Angleterre ou qu'ils vendent en Inde, c'est ce qui tombe par terre. Et on n'est pas très étonné des Anglais, hein, de toute façon. Non, mais c'est très fort. C'est vraiment pas raffiné du tout. Mais le pays entier carbure sur ça. Terrible. Avril 2018, tu te mets à faire un certain nombre de billets de blog sur le fameux Robert Sternberg. Ouais. Sternberg. Donc, un ancien président de l'American Psychological Association. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur Wikipédia. Je ne connaissais pas du tout son nom. Qui a recyclé un nombre très important de mots au cours de sa carrière dans 105 articles différents. Enfin, articles plus livres, etc. différents. Donc, ce qui est une forme d'autoplagiat, de self-plagiarism, etc. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à Robert et wow, quel volume, quoi. C'était une discussion avec un étudiant qui m'avait contacté parce qu'il avait vu peut-être ce que j'ai écrit sur le plagiat dans le cas de OneSync. Alors, je dois préciser que mon détecteur de plagiat, c'est mon cerveau. En fait, je mets quelques phrases dans Google. Si je trouve 2 références différentes, je mets et toutes les annotations, c'est 100% fait main avec le highlighter dans le PDF. Et un peu comme moi, avec l'article de OneSync, il avait lu quelque chose de Sternberg. Il disait, je suis sûr d'avoir lu ça. Et ensuite, donc j'ai commencé et puis
faut savoir, ça fait depuis 2012 que je ne travaille plus dans un bureau pour un salaire. Et donc, selon l'intérêt du projet, j'ai parfois du temps. Et je me suis dit, je prends un peu de temps pour ça. Et bon, ça permet de faire un peu de. Je n'ai jamais entendu parler de ce gars. Alors, apparemment, c'est un des psychologues les plus renommés au monde de la dernière génération. Il a des ennemis. Il s'est fait des ennemis quand il était président d'une université. Il est arrivé, il a tout bousculé. Il est parti 6-7 mois plus tard avec un gros chèque. Mais apparemment, les gens avaient toujours critiqué sa hyper-productivité. Alors, je pense que c'est quelqu'un, et Stapel parle du buzz, du fait, il dit, j'ai voulu, I wanted to score. Et en fait, Stapel le laisse très ambigu s'il veut dire dans le sens du foot ou dans le sens de la drogue. Bon, je ne vais pas dire à tout le monde d'apprendre le néerlandais pour pouvoir apprécier au mieux son livre, mais ça s'apprécie beaucoup mieux en VO. Et Sternberg aussi, tu vois, c'était quelqu'un, il s'autocitait énormément. Et donc, son index H, lui, était très important et son nombre de citations, c'était dans les Google Scholar, dans les 350 000. Mais j'étais contacté suite à ce blog par une ou deux personnes. Il y a une qui me disait, je me souviens, il écrivait un chapitre de livre sur un vol transatlantique. Et je dirais 10, 12, 15 000 mots. Et bon, si tu fais du copier-coller, et personne n'a pris le temps de faire la comparaison avant moi. Mais c'était détecté donc par cet étudiant. Je crois qu'il y a même Brendan O'Connor, je crois qu'il est même cité dans le Retraction Watch quand on avait lancé ça. Et bon, à la fin, il a démissionné. Je ne sais pas ce qu'il avait comme fonction. Alors, il a fait une petite remarque qui était assez fine où il disait, parce que bon, on lui accusait depuis longtemps de faire de l'autocitation excessive. Et maintenant, on lui a accusé de l'autoplagiat. Et donc, il disait, some people say that I cite myself too much. Apparently, I've been citing myself too little. Quelque chose de ce style. Bon, et il a un peu disparu après. Je pense qu'il a supprimé son Google Scholar. Mais bon, là encore, jamais entendu le nom avant. Mais j'aimerais bien qu'on discute de ça, justement, de l'autoplagiat, parce que Wansink, il y a quand même cet aspect, il réutilise des tableaux de données entre deux études en disant que c'est des études différentes. Bon, c'est quelque chose. Oui. Ça c'est même pas l'autoplagiat. L'autoplagiat, c'est quand tu recycles le texte. Et justement, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que moi, je vois aussi très facilement le rapport de force que tu peux avoir avec des publishers qui vont te dire, vu que ton texte m'appartient quand je le mets sur mon site dans mon journal, parce que tu signes des clauses disant que tu perds les droits de ton article, donc l'autoplagiat existe parce que tu vas publier dans d'autres journaux, dans d'autres revues. En même temps, mais bon, il y a la question copyright, mais c'est surtout... Et justement, c'est là que je voulais aborder cette question avec toi, c'est est-ce que tu penses que c'est quoi pour toi l'autoplagiat excessif, justement? C'est comme tu donnes l'impression que tu présentes une œuvre originale et que tu l'as déjà publiée. Et donc, il arrive, par exemple, il arrive relativement souvent dans un livre, dans un textbook psychologie, tu as écrit un article, et quelqu'un te demande, tiens, tu pourrais expanser un peu sur ça dans ce livre. Et donc, au début du chapitre, à la limite au début du livre, mais normalement au début d'un chapitre, il y a une petite étoile et il dit ce chapitre est basé partiellement sur l'article machin. Et en fait, bon, si c'est publié dans un journal qui est d'un autre éditeur, tu demandes le copyright et il y a un formulaire pour ça. Il y a un formulaire pour ça. Si c'est payant. Si le livre et le journal sont tous les deux de Elsevier, il n'y a pas de problème. Et il est normal de dire
j'ai écrit un article de 5000 mots. Ce chapitre, c'est 9000 mots. J'ai gardé 3000 mots de l'original. J'en ai réécrit certains. Le reste, j'ai rajouté, j'ai expansé. Mais la méthode et les résultats et une partie du cadre théorique, j'ai copié-collé. Et tu mets étoile, j'ai copié-collé une partie. Là, c'est complètement légitime. C'est complètement légitime parce que le lecteur est au courant. Mais dans le cas de Wansink, par exemple, il a écrit 2 chapitres de 2 livres en 2011 qui ont été publiés à 2 mois d'écart et ils étaient à 95% identiques. Et pourtant, en principe, sur des thèmes des thèmes au moins un peu différents. Je dirais que c'est la malhonnêteté. C'est beaucoup moins grave. Je dirais à la limite, ce n'est pas un misconduct scientifique. Parce que si ce que tu racontes est vrai, le raconter 2 fois n'est pas mauvais. Mais quelque chose que je constate, et j'ai un peu de mal à la formaliser, mais est que il est très difficile. C'est que l'autoplagiat va souvent avec, et le plagiat des autres, mais aussi l'autoplagiat, fait très souvent avec d'autres formes de fraude. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile d'écrire sincèrement et bien un rapport sur un article ou sur une étude que tu sais est faux. Il est psychiquement extrêmement différent. Tu penses au meilleur article empirique que tu as jamais écrit. À part cette étude frauduleuse. Tu oublies cette étude frauduleuse, mais la meilleure étude empirique que tu as écrit et tu l'envoies et c'est accepté dans un bon revue et c'est accepté. Alors, tu en es super fier. Tu lis les tableaux 3 fois. Tu demandes à ta mère de lire le texte, si elle parle un peu l'anglais. Parce que moi, je demande à ma femme de lire mon texte. Elle ne comprend rien du tout, mais quand je mets the 2 fois de suite, elle le détecte fantastique. Tu demandes à tout le monde que tu connais de lire, de relire. Est-ce que tu peux voir ça? Des gens viennent chez moi. Moi, je suis super aussi, par exemple, pour détecter que tes décimaux ne sont pas complètement alignés dans le tableau bleu. Mais c'est vraiment quelque chose dont tu es archi fier. Tu es archi fier. Imaginez que tu sais que c'est du bidon. D'une part, niveau freudien, tu le rejettes un peu, mais d'autre part, tu as un autre projet qui est de frauder une autre étude. Tu n'as pas beaucoup de temps et tu ne vas pas mettre le même temps dans le write-up d'une étude que tu sais que c'est truqué. Parce que pour ça, il faut un niveau de psychopathie. Et même au-delà, il faut vraiment un niveau d'obsession de faire une description, de faire un write-up parfait d'une étude que tu as complètement truquée. C'est une incohérence intellectuelle. Et donc, il est normal, il arrive très souvent qu'il y a du plagiat dans les articles truqués parce que l'étude, c'est du bidon. Pourquoi je devrais m'investir davantage pour écrire bien ce que j'ai fait? Donc en fait, ce que tu es en train de dire là, c'est que c'est quand même un bon indice, l'autoplagiat même non excessif. C'est quand même un bon indice qu'il peut y avoir d'autres formes de fraude. Il y a une corrélation de 0,30, 0,40. C'est une corrélation que j'invente au pif parce que je n'ai même pas de mesure que je peux quantifier. Mais dans un monde abstrait, il y a une corrélation de 0,30, 0,40, voire plus, entre l'autoplagiat et d'autres formes de fraude. Imaginons que tu as fait, je ne sais pas, l'étude de Staple dans la gare, mais qu'il a fait pour du vrai. Quand tu commences à étudier ça, tu sais que tu as un blockbuster. D'ailleurs, il a écrit à Science et Science l'a publié, mais tu vas le faire. C'est un career-defining article. Donc, pour moi, c'est évident et c'est ce que moi, avant de devenir psychologue, c'est ce que moi j'aurais appelé la psychologie. Et je pense qu'il y a aussi, quand tu fais une vraie étude, simplement, en fait, tu passes beaucoup de temps aussi avec le matériel.
tu passes plein de temps à y réfléchir, tu y réfléchis le soir, tu te lèves le matin, tu y réfléchis, t'en rêves. Tu vois, je veux dire, c'est des choses qui arrivent. Et donc, du coup, c'est quelque chose que, en fait, tu deviens fluent avec ce que tu as fait. Ouais. Et du coup, tu as plein de manières de le dire, tu as plein de manières de le décrire. Tu peux, quand tu. Enfin, je veux dire, Adrien aussi, je pense qu'on le ressent tous. Le rephrasage qui vient automatiquement, ah, je devrais le dire de cette manière plutôt que cette autre manière, et puis, etc. Même une fois que l'article il est publié, tu relis ton article, tu dis, mais ça, c'est pas clair. Qu'est-ce que j'avais en tête? J'aurais dû le présenter de cette façon, etc., etc. Et effectivement, un truc qui n'a jamais arrivé. C'est difficile en fait parce qu'il n'y a pas cette fluency avec le matériel qui est parce que tu n'as pas passé 6 mois à ne penser que à ça. En fait. Vous n'avez pas d'enfants? Non. Moi si. Ah oui. Alors, c'est changer la couche de ton bébé contre changer la couche d'un bébé à quelqu'un d'autre. Ça fait toute la différence. Non, le mien ça va. Mais non, mais je pense que c'est. J'ai un petit-fils de 8 mois. Petit-fils, c'est un peu comme ses propres enfants. Je pense que ça serait. Si on était journaliste, ça, ils auraient copié. Ça, ils auraient noté. Selon Brown, c'est comme la différence entre changer la couche de ton bébé. Non, mais c'est. L'autre jour, j'étais interviewé pour un podcast et j'ai donné mon. On m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu fais quand tu fais quelque chose et tu sais que c'est très certainement que ça va être probablement inutile, la critique. Et j'ai cité le final du film Il faut sauver le soldat Ryan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin du film, mais en fait, juste avant la fin, Tom Hanks, il est blessé, il va mourir. Et ces hommes sont complètement entourés, les Allemands contre-attaquent. Et quelque chose qui est établi tout au long du film, c'est que Tom Hanks, c'est quelqu'un de devoir. Il poursuit des ordres. Et il doit continuer à tirer sur l'ennemi avec tous les moyens à sa disposition. Et tout ce qu'il a, c'est son petit revolver de merde. Et donc, il est contre un mur et le char qui arrive et qui va tirer sur lui. Et il tire 6 fois avec son revolver. Et au 6e tir, le char explose. Et il dit « Buh ». Et en fait, c'est à ce moment-là que tu vois qu'il y a 2 avions américains qui ont détruit le char avec les roquettes, juste en même temps. Mais l'impression que tu as, c'est qu'avec le tout dernier balle, il a arrêté l'attaque, les Allemands se rendent, et c'est tout. Et je dirais, pour moi, c'est souvent un peu comme ça. Tu dis, je suis désolé, ok, ça va donner rien. Tu dois continuer. Et parfois, ça arrive. Et parfois, le char explose. Ok, ça, si on avait été journaliste, on l'aurait gardé. Et non, et donc, quand j'ai dit ça, ils ont utilisé, ils ont certainement entendu ces histoires. Ils disent, on va terminer avec ça. Et donc, ils ont terminé le podcast. Parfait. Nous, on va pas terminer le podcast. Février 2018, tu fais un petit retour sur Van Singh, justement, où en fait, à ce moment-là, il a publié des corrections de ses articles. Et tu dis... Oui, tu vois où je veux en venir. Tu dis que ces corrections ne tiennent pas dans un certain nombre de cas parce qu'en fait, elles posent plus de problèmes qu'elles en résolvent. Ouais. Moi, là où je voulais ton avis par rapport à ça, c'est qu'en fait, évidemment, quand tu es éditeur, que des personnes disent, en fait, il y a un article que tu as accepté comme publication dans lequel il y a des erreurs, tu vas prendre conscience de ça. Mais plutôt que de te dire, on va douter de la véracité de l'article et donc on va refaire tout un processus de peer reviewing de cet article en nous demandant s'il n'est pas faux, finalement, ce que font les éditeurs, c'est qu'ils contactent l'auteur et disent « Oh, il y a des erreurs, corrigez-les ». Mais ce qui s'est passé ici, c'est qu'ils ont corrigé, mais c'est toujours faux. Et je me souviens d'un cas, du coup, de la Guéguin, toujours, où donc c'était Alexandre Pascual, donc doctorant de Nicolas Guéguin, qui avait fait une correction d'un tableau dans lequel les moyennes ne correspondaient pas au nombre de participants et qui avait dit oui, effectivement, je vous renvoie une version corrigée qui n'était toujours pas bonne. Et je me pose du coup cette question qui est c'est quoi ton avis à toi par rapport à c'est assez évident d'avoir ton avis là-dessus, mais du fait que finalement, vu que ça a déjà passé le processus de peer reviewing,
bah, même s'il y a de fortes chances que ce soit faux, on va quand même supposer que c'est vrai vu que ça a passé ce processus-là, alors qu'il y a des erreurs manifestes qui pourraient totalement invalider les conclusions de l'article. Je sais pas quelle est la question, pardon. La question, elle est très exactement pourquoi, c'est quoi ton avis sur le fait qu'il y a une double une différence dans la difficulté de publication? En fait, à partir du moment où c'est publié, on considère ça comme vrai. Ouais. Et donc, même s'il y a des erreurs manifestes, on va pas refaire tout un processus de peer reviewing. Moi, j'appelle ça on dit hystérésis, quand tu as une fonction qui est en enveloppe et qui ne revient pas. Alors, je le connais en anglais, mais Hystérésis. Hystérésis, ouais, mais en français, je ne sais pas. Ah bon. Peut-être que hystérèse existe, mais je ne suis pas sûr. Alors, je vérifie immédiatement sur Wikipédia. Français, hystérésis. Hystérèse, les deux se disent. Hystérèse. Okay. Et ça se voit non seulement pour les fraudes et les corrections, mais aussi, par exemple, les choses comme le paraphrasing, je dirais c'est un exemple classique. En fait, tu as une idée improbable. Ensuite, quelqu'un publie un article. Et surtout quand ça sort de la science, vers la popularisation, mais aussi à l'intérieur du processus de publication. Maintenant, il est vrai que tu peux... Ça a été acheté massivement, ça a été adopté massivement par les conseillers les conseils en relations publiques du Parti conservateur anglais. Et chaque fois qu'il y avait un nouveau ministre qui était annoncé, il était là devant la caméra avec une espèce de power pose à la con. Ou pensons par exemple à l'étude frauduleuse de Wakefield sur les vaccins et l'autisme. En fait, on a une idée, bon, il n'y a aucune preuve. Quelqu'un fait un article, maintenant c'est vrai que eux. Ensuite, l'article tombe, mais il y a pas l'hystérésis, c'est qu'on n'a pas la recontractation du niveau de croyance vers le niveau de base de départ. Ouais. Tu as ça aussi quand tu as des gens qui sont exculpés de crimes, quand ils sont exculpés par l'ADN, et quand on trouve le vrai, le gars qui l'a vraiment fait, mais 10 ans plus tard, 20% de leurs voisins croient toujours que c'était lui, le meurtrier. Mais bon, à l'intérieur du processus de publication, en fait, c'est parce que c'est un jeu. Et la règle du jeu, c'est que si tu arrives à convaincre les reviewers et les reviewers arrivent à convaincre l'éditeur, on ne dit pas provisoirement ton article est suffisamment bon pour pouvoir paraître dans la page. On dit votre article est publié et le dépublier est un processus qui est 10 fois plus difficile à faire que le faire publier. Et ce sont les règles du jeu. Et comme beaucoup de jeux, les règles ne reflètent pas forcément la rationalité qui donnerait un martien qui descend et dit écoute, évidemment, il vous faut une autre procédure. Parce qu'il y a plein d'intérêts humains là-dedans. Dans le cas de OneSync, ce qui s'est passé, c'était que, en fait, il avait un dataset et c'était vrai. On a vu le fichier Excel qu'il avait collecté chez les 3, 4, 5 ans à la maternelle. Et ensuite, il a décidé de publier comme s'ils étaient des enfants de 8 à 11 ans parce que ça collait avec son message. Donc, c'était la fraude absolue. Il avait menti là-dessus et finalement, il a dit « Ah non, finalement, j'ai découvert que… » Et je me souviens même plus de l'histoire exacte. Parce que bon, quand on construit des mensonges, c'est déjà une des raisons pour lesquelles les gens sont attrapés, c'est les mensonges sont difficiles à suivre. Alors pour les victimes des mensonges, c'est encore plus difficile. Désolé. Mais en fait, il avait changé d'histoire. Ah oui, non, c'est ça. Il avait prétendu que c'était des enfants de 8 ans. Il avait publié que c'était des enfants de 3 à 5 ans, mais ensuite il a décrit qu'ils étaient de 8 à 11. Je ne sais plus que. Et la correction, et chez JAMA, tu peux faire un retract et republish. Donc en fait, il n'y avait pas de correction, mais tu as le retract et republish. C'était republié en disant non, c'était de 8 à 11 ans. Et puis on a regardé dans les données, il y avait des notes. Parce que c'était le choix de en fait, selon la manip, les enfants allaient manger plus sain avec une pomme ou moins sain avec un cookie. Et
Mais dans le truc, il y avait ne voulez pas parce que c'était l'heure de faire dodo. Et c'était censé être des enfants de 8 à 11 ans. Ah oui. Et je me souviens, c'était pas moi qui avais découvert ça, c'était un ami qui a dit tu as remarqué ça et c'est l'heure de faire dodo. J'ai envoyé ça au rédacteur du journal de JAMA en disant écoute, bonjour, désolé de vous déranger, vous avez fait le retract et replace, mais il y a ça. Et j'ai reçu une réponse. Alors, normalement, c'est Dear Mr. Brown, j'étais Mr. Brown, Dear Dr. Brown, thank you for your contribution. J'ai reçu une réponse d'une ligne. The article is being retracted. Et tu entendais le grincement des dents presque vers moi. Ouais. Presque vers moi pour dire écoute, arrête de me faire du bon. Je présume que sa colère était plutôt orientée vers OneSync. Un peu plus tard, JAMA a mis une expression of concern sur les 6 autres articles que OneSync avait dans leurs différentes revues. D'accord. Et j'aime penser qu'il y a eu des conversations entre la tête de l'American Medical Association avec le président de Cornell, du style, écoute, on va retracter ces 6 articles si tu ne nous démontres pas rapidement pourquoi on ne devrait pas le faire. Et effectivement, 3-4 mois plus tard, un jour, les autres tous retractés. Il a perdu 6 ou 7 articles en un jour. Et à ce moment-là, c'était devenu, quand tu perds 6 articles JAMA en un jour, c'est difficile pour l'université de ne rien en faire. Ouais. Je me souviens d'un article aussi où il y avait la moyenne des carottes qui avaient été mangées par les enfants. Oui. Et genre, c'était genre 7 à 10 carottes. Et il était là, mais comment c'est possible? Et où il avait répondu, non, mais c'est pas des carottes, c'est des baby carottes. C'était des râpés. Mais le pire n'était pas... Ça, c'était Sprite qui a détecté ça de James. Il était très fait. Mais pour moi, le pire n'était pas ça. Le pire, c'était que il y avait le nombre de carottes mangées, le nombre de carottes qui ont été servies, le nombre qu'ils ont mangé, et donc reste le nombre qui restait, et donc le nombre qu'ils ont mangé. Et A moins B n'était pas identique à C. Mais ce qui s'est passé, Retraction Watch a fait une petite interview, c'était le début de l'affaire, et il a dit, mais pourquoi le nombre servi moins le nombre que tu as compté à la fin ne correspond pas au nombre mangé? Et il a dit, oui, mais ce sont les enfants, ils jettent les carottes. Ce qui paraît logique pendant 2 secondes, jusqu'au moment que tu te rends compte qu'il y a 2 mesures. Il y a combien de carottes on a donné et il y a combien on a compté au retour. Bah oui. On n'a pas quelque chose dans la gorge des enfants qui compte les carottes qui tombent. Il n'y a pas un examinateur qui a compté... Le nombre de carottes mangées est par définition le nombre qui ont été servis, moins le nombre qui revenait. Le fait qu'ils ont été réellement mangés ou qu'ils sont tombés par terre n'est pas mesuré. D'ailleurs, si c'est un vrai problème, c'est aussi une faiblesse de l'étude. Et donc, il disait ça haut et fort aux journalistes de Retraction Watch qui, au lieu de dire « mais écoute, c'est la définition », a juste dit « ok, prochaine question ». Et donc, pendant 6 mois, il a échappé à ça. Et maintenant, est-ce qu'il est super, méga naïf sur le design de ses propres études? Ou est-ce que c'était un bon tentatif de ne pas répondre aux questions et de se gagner quelques semaines de place pour essayer de réparer des choses autrement? Ça, je ne sais pas. Mais j'étais assez déçu du journaliste qui a fait ça. En se rappelant que c'était aussi à une époque où je sais pas, j'ai quand même l'impression que c'était une époque où on était moins préparé à ce genre de choses. J'espère qu'en 2025... Je pense pas que ça aurait beaucoup changé. Okay. Bon, chez ce journaliste, certainement. Mais ça revient à cette question de, bon, d'une part, faut-il écrire aux auteurs pour les alerter, pour les permettre de commencer à reconstruire, à regarder leur dataset pour voir s'ils peuvent le falsifier encore davantage et encore meilleur. Et pour qu'ils puissent mettre en place la campagne anti-whistleblower.
Alors ça, c'est arrivé dans un des cas, je ne sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, euh, euh, je l'ai peut-être déjà dit, mais quand j'ai écrit l'article qui démontrait que l'étude génétique de Frederickson était du bidon, euh, il circulait des rumeurs que j'attaquais Frederickson parce que j'étais tombé amoureuse d'elle et elle m'avait rejeté. Ouais, tu l'avais Moi, j'avais dit. Je me souviens. Ouais. Donc, et vous le savez aussi, de par votre travail, il arrive des choses qui ne sont pas juste des petits trucs, mais il y arrive des what the actual fuck. Ouais. Le truc de Gino, la dernière nouvelle de Gino, c'est dans cette catégorie quand même. Hein. C'est dans cette ah non, vous n'avez pas pris le bon fichier. Voici le bon fichier que je viens de fabriquer. Non mais c'est du Homer Simpson. Ouais. Mais ouais, il aurait peut-être, concernant Gino, il aurait peut-être fallu pas grand-chose pour que ça passe quand même. Hein. Je veux dire, là, visiblement, il y avait quand même, il y avait des investigateurs qui ont été capables de voir que le fichier avait été rétrodaté, etc., etc. Mais ça aurait pu passer si ça avait juste été fait, par exemple, par un éditeur scientifique qui juste reçoit le fichier comme ça. Et qui n'avait pas eu là pour le coup, toute une équipe investigatrice dans Harvard qui s'est occupée du cas, en vrai, ça n'aurait jamais été chopé. Oui, mais en plus, quand tu vois, par exemple, il y a le procès contre Harvard et Data Colada. Data Colada, bon, la communauté a assez vite organisé pour récolter $300,000 pour payer éventuellement leurs frais. Mais bon, faire un procès à Harvard, 53 milliards de dollars, ok, mais c'est quelque chose de. Je dirais, ça montre que tu n'es pas de bonne foi, sauf que le problème est que, et on dit toujours, ah non, les académiciens ne devraient pas faire des procès, mais il n'est pas impensable, il n'est pas logiquement impossible qu'il y ait une attaque diffamatoire qui soit réellement diffamatoire. Oui, bien sûr. Ensuite, le point d'entrée pour dire, OK, ça va tellement loin, je dois passer en justice, pour moi, est beaucoup plus élevé, mais on ne peut pas l'exclure complètement à jamais a priori. On arrive à février 2019 et tu publies un billet de blog avec Stuart Ritchie qui discute sur le fait qu'adopter un esprit critique est un meilleur prédicteur des mauvaises décisions de vie que le QI. Je sais pas si tu te souviens de ça. Bon, c'est certainement très bon. Et dedans, vous dites que donc les auteurs avaient ajouté dans un modèle des prédicteurs qu'il fallait pas, et que du coup, ils ont conclu du fait que le R carré augmente, qu'il y avait un prédicteur qui était plus important que l'autre. C'est pas spécialement sur précisément ce sujet-là que je voudrais t'interviewer, même si tu as des choses à dire, n'hésite pas. Moi, en fait, c'est ce qui m'a beaucoup choqué dans ce billet-là, c'est qu'à la fin, tu conclus que l'article ne sera probablement ni modifié ni rétracté, parce que l'éditeur a transmis au comité éditorial de Elsevier des remarques et que eux ont décidé de ne rien faire. Et donc, vraie question, mais je trouve ça délirant de se dire, en tant qu'éditeur, je me déresponsabilise de mon rôle d'éditeur en transmettant à la maison d'édition le choix de garder l'article ou pas, sachant que cette maison d'édition, son seul objectif, c'est de faire de l'argent sur le fait que des gens lisent tes publications. Donc, voilà. Et explique-moi ton avis là-dessus, je trouve ça délirant, mais... C'est très facile. Les éditeurs, dans le sens du publisher, le mot éditeur, c'est vraiment un très mauvais mot en publisher, français. Maison d'édition. Les maisons d'édition sont strictement neutres et dans le sens le plus... Ils sont strictement neutres, quasi comme les cours de justice. Non, le Code de justice s'intéresse à la vérité. Ils sont strictement neutres comme, je vais trouver une analogie, en tout cas, ils sont strictement neutres de façon extrêmement, alors, formelle, il ne le dit jamais, il te dirait le contraire. Mais dans la pratique, ils sont strictement neutres, c'est-à-dire, ils s'en foutent royalement de si ce qu'ils publient est vrai
ou pas. Et ceci n'est pas une exagération, je pense. Évidemment, quelqu'un qui essaie de te faire un point rhétorique va te dire que ce n'est pas une exagération, mais je pense que ça aide de partir sur le principe que l'auteur, en général, si l'auteur est de bonne foi, oublions les fraudeurs pour l'instant, l'auteur aime savoir, en principe, s'il est bon scientifique, aimerait apprendre que ce qu'il a écrit n'est pas vrai. Le rédacteur en chef du journal, dans beaucoup de cas, a encore suffisamment d'humilité et d'honnêteté intellectuelle pour que ça risque au moins de lui intéresser de savoir de ce qui était dans son journal n'est pas vrai. La maison d'édition s'en fout de façon extrêmement neutre et extrêmement systématique. La maison d'édition, si ça fait partie de la plupart des maisons d'édition qui doivent autoriser la rétractation et le rédacteur en chef n'est pas celui qui fait la décision. C'est différent par maison d'édition, c'est peut-être même différent par famille de revues, je ne sais pas. Enfin là, c'est Elsevier, c'est quand même pas. Enfin, c'est une maison d'édition dans laquelle normalement les auteurs, les éditeurs en chef devraient avoir leur mot à dire sur la rétractation. C'est quand même c'est Elsevier, quoi. Comme disent les Américains, oh my sweet summer child. Mais dans les maisons d'édition où c'est le cas, la question de va-t-on retracter cet article se réduit à quel est le coût réputationnel de retracter et donc avouer qu'on a publié de la merde par rapport au coût réputationnel de ne pas retracter et donc avoir un risque qu'un article qui attire de l'attention publique reste dans l'état publié. D'où le fait que tu dises à chaque fois, il faut rendre public nos investigations et non pas contacter les auteurs directement. Voilà. Et donc, plus il y a de pression parce que les gens sont scandalisés par l'article pour raison A, B ou C, et ça se voit d'ailleurs quand tu vois les rétractations plus ou moins injustifiées. Il y a des articles qui sont rétractés pour des raisons principalement politiques. Alors, il y a toujours un, comment on dit fig leaf, l'excuse officielle, mais c'est pas. Je ne connais pas l'expression. En anglais, on dit une feuille de figue ou feuille de vigne, le cache-sexe. Hein. Ouais. Mais il y a toujours une raison officieuse pourquoi on retracter, mais il arrive qu'il y a un scandale parce que les résultats déplaisent politiquement. Les 5-10 dernières années, c'est parce que ça déplaît à gauche. Maintenant, on va certainement voir des choses qui déplaisent à droite. Il y a aussi eu le premier cas que j'ai trouvé, c'était un truc qui déplaisait à droite. C'était quelque chose qui indiquait que les effets psychologiques durables des abus sexuels dans la jeunesse étaient surestimés. Ça ne veut dire pas qu'ils étaient zéro, mais qu'ils étaient surestimés. Et c'était retracté suite à une grande attaque de la droite américaine des années 90, parce qu'à l'époque, ils étaient encore très moralisateurs là-dessus. Et bon, l'article était visiblement, ça tenait la route en termes d'épreuves. Maintenant, tout est discutable. Mais c'était les républicains au Congrès qui exigeaient qu'on disait ça parce que ça normalise l'abus sexuel des enfants. Ce qui n'était évidemment pas le cas. Ils disaient juste que c'est mauvais, mais c'est pas. Quand on dit que quelque chose est mauvais, on a le droit de dire que c'est mauvais niveau 3 ou c'est mauvais niveau 4. Et donc, il disait c'est mauvais niveau 3 au niveau de mauvais niveau 4. Et le résultat que voulaient voir les politiques à l'époque, c'était que c'était mauvais niveau infini et plus basta, plus aucune question. Mais bon, à gauche, à droite, dans les réseaux sociaux, dans il y a de temps en temps des articles qui sont retraités parce que c'est une patate chaude. Et là, donc, notre but parfois, c'est d'essayer de transformer un article qui n'a peut-être pas de conséquences politiques, mais de le transformer en patate chaude.
Ce qui était le cas, par exemple, avec l'étude de OneSync, avec les pommes et les cookies. Et comme dit, hein, quand Cornell voyait que les gens donnaient moins d'argent parce qu'ils disaient, écoute, vous employez un fraudeur, voilà. Euh, et donc, heureusement que JAMA a pris l'initiative, par exemple, de dire, écoute, on ne veut pas être pris pour des cons par ce charlatan, on va retracter tous ces articles. Mais je connais aussi plein de cas où JAMA n'a pas retracté des choses qui sont fraudulentes, visibles depuis le ciel. Hein. Ok. Merci pour ta franchise sur les maisons d'édition. Je crois que nous, on avait beaucoup discuté déjà sur ces sujets avec Nathanaël, et c'est vrai que la question des maisons d'édition, notamment celles qui sont profitables, Moi, je celles qui sont pensais à pour une le époque, profit, ça pose quand même. je pensais que c'était, ah bon, évidemment, c'est frauduleux, donc évidemment, la maison va, ça va être retracté. Ah ben non, parce que, why should we? Et tu dis, ben, parce que c'est la bonne Faux. chose pour la science. Et eux disent, alors tu n'as pas l'échange, hein, tu n'as pas les emails, mais eux disent, pourquoi tu penses que l'intégrité de la science nous intéresse? Ouais. Ah oui, on est encore une fois sur un problème d'incentive, hein. C'est toujours la même chose. Ouais. C'est-à-dire que eux, ils ont un intérêt et ils peuvent même le masquer finalement. Je me mets dans la peau d'une maison d'édition scientifique qui dit ah oui, mais bon, si on perd toute réputation, tous nos bons articles, toute la bonne science qu'on fait va aussi perdre toute la réputation. Comment on va faire pour pousser la bonne science? À cause de ces anecdotes extrêmement rares, ces casseroles que absolument tout le monde a. Il y a moyen de le retourner un petit peu et puis de se dire, de mettre un petit côté, je sais pas, peut-être un peu cynique finalement derrière, de dire oui, bah, c'est inévitable, mais du coup, on fait quand même ce qu'il faut en général. Donc du coup, si on commence à perdre la réputation pour ces bêtises, c'est la science qui trinque. Je pense qu'il y a moyen en fait de le justifier à peu près de cette manière-là aussi, hein. Ouais. Dernière question par rapport à cette partie-là. Donc, billet de blog avec Stuart Ritchie. Stuart Ritchie, c'est un chercheur qui a fait un livre qui s'appelle Science Fiction, que moi j'ai adoré, et je pense que c'est une très bonne porte d'entrée vers la métascience et les problèmes que posent les erreurs et la fraude scientifique. Donc, question, comment tu l'as rencontré? Pourquoi vous avez fait ce billet de blog ensemble? Et qu'est-ce que tu penses de son travail de vulgarisation et de journalisme scientifique et aussi son livre? Est-ce que j'ai fait un blog avec Stuart Ritchie? Le billet de blog, ce billet de blog-là, c'est avec lui. Ah oui, ok. Oh, bon, là, c'était parce qu'on était juste en train de discuter un jour. Ben, qu'est-ce que tu penses de cet article? Sur Twitter encore? Euh, Probablement, mais je ne sais pas Ah qui oui, l'a lu en premier. ok. De temps en temps, tu échanges avec quelqu'un et tu dis, tiens, ok, ça t'intéresse d'aller un peu plus loin. Et puis D'ailleurs, cet article n'a jamais été corrigé. On recevait une assurance, peut-être après le blog, mais on recevait une assurance. Ah, oui, oui, we will issue a correction. Et puis... Hmm. Mais bon, c'est peut-être aussi qu'ils oubliaient. Moi j'ai dû faire une correction une fois. J'avais détecté une erreur stupide de calcul dans un de mes articles. J'ai contacté j'ai dit merci de faire la correction suivante, ceci est remplacé par ceci, et bon, tu envoies, et un an plus tard, je me suis dit, tiens, ils ont fait cette correction, et c'était perdu quelque part dans le processus de publication. Hmm. Bon, nous trois, on a déjà donné avec Aggressive Behavior, hein, Ouais. où ils ont Ouais, publié un commentaire sur notre article avant que notre article a été publié. Donc, ouais. il ne faut pas perdre de vue le pourcentage de simple incompétence fondamentale de la part des éditeurs. De la part des éditeurs Et là, oui, visiblement, c'est tout Wiley. Enfin, on a vu aussi sur Blue Sky maintenant des éditeurs de Wiley se plaindre que c'était très compliqué d'avoir ces échanges, notamment voilà, avec toute la partie support technique. Visiblement, donc bon, voilà, il y a pas mal de soucis à ce niveau-là aussi. Moi, je pense que Wiley va être la première maison d'édition à carrément adopter la génération d'articles par LLM.
sur le principe de if you can't beat them, join them. Tu as vu l'article qui s'appelle Wiley is... je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc du style... Wiley est en train de se vendre à l'IA pendant que le monde brûle ou quelque chose comme ça. Ouais, ça m'étonne pas. Non, j'ai pas vu, mais... En fait, ils ont fait un partenariat avec Amazon pour que Amazon entraîne son LLM sur tous les articles de Wiley. Ouais. Et ce partenariat est complètement... on ne sait rien de ce partenariat. Est-ce que Wiley aurait vendu à Amazon quelque chose? Est-ce que Amazon va proposer du coup son LLM pour Wiley pour créer des... Enfin, voilà, on ne sait pas du tout pourquoi il y a eu ce partenariat, mais ça revient complètement à ce que tu dis. Ouais. Ouais. Tout à fait. Non, mais c'est... bon, en anglais, ça s'appelle a race to the bottom. C'est la politique du pire. Oui, oui. Peut-être un nivellement par le bas aussi. Le nivellement par le bas. C'est très... Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y a 2 ans et demi, 3 ans, la grande menace de l'IA était que ça allait devenir plus intelligent que nous. Tu te souviens, il y avait le truc, il va nous tous transformer en trombone. Il y avait le truc, l'exemple, c'était l'usine de trombone, pas l'instrument musical, mais le truc. Et tout obstacle à la production de trombone aurait été éliminé sans pitié par l'IA. Et aujourd'hui, on voit que l'IA est en train effectivement de devenir plus intelligent de l'homme, mais pas en devenant plus intelligent. Et la grande menace de l'IA aujourd'hui ou des LLM n'est pas que ça devient plus intelligent que nous. Le grand danger, c'est que tout le monde dit c'est super. Je ne sais pas si on s'est fait droguer par les smartphones. Il y a des scientifiques que j'admire, que j'estime beaucoup, et qui disent attention à la panique morale. Les gens ne deviennent pas tous suicidaires parce qu'ils ont, les jeunes, parce qu'ils ont un téléphone. OK. Mais je vois très vite, depuis 2-3 ans, des gros changements basés sur le fait que les gens pensent que les LLM disent la vérité. Ouais. Je donne de temps en temps des infos. J'habite sur Majorque, une grande île touristique. Il y a des gens, de temps en temps, quelqu'un me contacte. Je suis un peu connu pour être guide touristique et pour aider. Ils disent tiens, j'ai fait un itinéraire avec ChatGPT. Ah oui. L'anglosphère découvre que les Français disent ChatGPT. Et c'est bourré d'erreurs. Et ces gens, ah oui, c'est super, je vais faire ça, je vais faire ça. Je dis, écoute, tu vas passer 3 quarts de ton temps sur la route. Là où il t'a dit que tu peux faire, désolé, c'est route interdite. Ah bon? Et les gens qui disent, ChatGPT, c'est super parce qu'en plus, si tu vois qu'il a fait une erreur, il s'excuse. Et je dis oui, mais ça c'est quand tu sais qu'il a fait une erreur. Comment tu sais qu'il a fait une erreur le reste du temps? Et c'est... et bon, pour parler aux profs, hein, quel que soit le niveau d'ailleurs, jusqu'au moins niveau jusqu'au bachelier, comment tu arrives à corriger le travail d'un étudiant quand tu ne peux pas savoir avec certitude que ça a été fait par l'IA? À moins de faire des vive voix, des petits tests de vive voix. Ouais. Oui, de vive voix, ou alors, nous, ce qui se fait beaucoup, et c'est aussi du nivellement par le bas, à mon avis, c'est des questions à choix multiples à durée déterminée. Ouais. Donc, en fait, c'est à qui est le plus rapide à répondre le mieux, et c'est pas du tout satisfaisant comme réponse, comme manière de faire. Je ne sais pas ce que l'éducation nationale française en fait, mais tu as aux États-Unis, en Angleterre maintenant, tu as des jeux. Ah oui, l'IA t'aide à corriger les devoirs de tes enfants. Donc en fait, tu as des étudiants, tu as des élèves qui écrivent leur article, ou qui écrivent leur devoir. Oui, leur exercice, leur devoir. Leur devoir avec le LLM, et ensuite c'est le LLM qui le corrige. Bah,
On peut tous aller à la piscine. On peut tous aller à la plage. Ouais. Tu donnes envie quand même. Hein. Et le problème, c'est que, et c'est ça qui aussi qui me fait toujours sourire, sont surtout sur Academic Twitter, par exemple, Academic Blue Sky, tu as des profs très... nos étudiants sont fantastiques, ils viennent tous apprendre, ils vont améliorer le monde, blablabla. Bla, bla, et puis, merde, la triche qu'ils font. Merde, ils sont paresseux, mais c'est pas possible. Et découvrir que 3/4 de tes étudiants que tu as dit, ah oui, certainement, regarde, on a des gens du tiers-monde, on a des gens de tous les backgrounds, blablabla. Ben écoute, 3/4 sont des ordures. Quelle que soit l'origine sociale, les étudiants, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ben, principalement boire de la bière. C'est... Ouais. Oh, même après les études. Hein. Ouais. Ouais. Moi, si on me donne le choix. Oui, bah c'est comme Nick, on dit tiens, vérifie ses résultats et tout, qui dit ah, je peux pas, là je suis en train de boire une bière avec les copains à Majorque, c'est pareil. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais là encore, ce que nous faisons, c'est une activité humaine et c'est réglé par exactement les mêmes règles que toute autre activité humaine. Il y a des considérations économiques financières, il y a des considérations économiques efforts, il y a des considérations très basiques au-dessus et en dessous de la ceinture. Tout ça se joue. Tout ça se joue tout le temps. Et d'essayer de faire comme si nous sommes des esthètes au-dessus de tout ça, à la Galilée ou je ne sais pas. Désolé, hein. Ouais, il y a peut-être aussi une question de vision publique aussi. Hein. C'est des histoires qu'on raconte au public pour qu'il fasse confiance à la science. Donc du coup, on dit regardez comment on n'est même plus des êtres humains. Ouais. Moi, ça m'énerve un petit peu ça. C'est un côté qui m'énerve parce qu'il y a un côté très classiste en fait derrière. Très, nous, on est des intellectuels, on n'est pas vous. Ouais, la tour d'ivoire et du coup intouchable. Ouais. C'est. Mais ok, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Pour cette deuxième session. Alors en fait, j'ai regardé la suite. En fait, il y a quasiment une page en fait qu'on a déjà, donc des pages suivantes, mais en fait on a quasiment déjà abordé. Donc il reste 2 pages de questions en fait. Mais Nick, je veux pas te prendre trop de temps de ta vie, mais si tu aimes parler et continuer sur ces sujets-là, tu es c'est bon. En plus, ça me rappelle certaines choses que j'avais complètement oubliées. Alors, c'est cool. Alors après, vu que la fin va s'approcher des années récentes, probablement c'est des choses dont tu te souviens parce que c'est plus récent. Non. Ok, et bah parfait. Non, j'ai un horizon. Il m'arrive, par exemple, quelqu'un m'écrit et je commence à travailler avec lui, j'écris du code et je mets un folder et je travaille intensément là-dessus pendant 10 jours. Et puis, OK, je vais voir avec le journal, je te raconte. 3 mois plus tard, salut Nick, c'est Bob. Et who the fuck is Bob? Mais comment tu fais pour détecter l'autoplagiat de trucs que tu as déjà lus avant et qui ressemblent à des trucs que tu as lus après, alors que tu n'es pas capable de te souvenir des trucs que tu écris toi-même? Non, mais ce sont des vagues sentiments. Ce sont des vagues sentiments plus Google Scholar. D'accord. Mais sur le plagiat, par exemple, j'ai certainement une erreur de type 2 énorme. Ah oui, tu sens qu'il y a du plagiat alors qu'en fait, il n'y en a pas forcément et du coup... En fait, tout le sleuthing, c'est un business où tu as... Bon, il y a tant de poissons à pêcher que non seulement tu peux te perdre, tu es obligé d'avoir une erreur de type 2 de 99%. Ouais. C'est difficile d'évaluer à quel point, quel est le pourcentage de fraude, mais disons que c'est visiblement pas quelque chose d'homéopathique. Ouais. C'est ce qu'on disait au tout début du podcast, quoi. C'est difficile, mais probablement à 2 chiffres. Ouais.